téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce numéro de ce jeudi de la revue des grandes unes avec nos invités, des invités avec qui nous allons découvrir, tout comme avec vous chers téléspectateurs, les principales unes parues ce jour. Et on démarre avec la nouvelle expression qui s'intéresse aux tensions sociales et surtout à cette réaction du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, qui s'inquiète au regard des tensions sociales. Le conseil d'administration de ce groupement exprime ses vives préoccupations face à la dégradation du climat socio-économique qui prévaut ces derniers temps au Cameroun. Un véritable cri de détresse que lance le GICAM qui déjà s'appuie sur la situation au nord-ouest et au sud-ouest qui impacte négativement sur l'économie camerounaise. Le GICAM le rappelle et fait savoir que le Cameroun n'a pas besoin d'une guerre civile ou alors d'une autre crise d'un autre front. Voilà donc en substance le rappel qui est fait dans les colonnes ce matin du journal La Nouvelle Expression, qui reste aussi sur l'affaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'affaire MRC et les déportations qui se poursuivent. 3 personnes en provenance de la ville de Banganté ont été entendues ce mercredi à la police judiciaire de Yaoundé. Une trentaine de personnes dont le professeur Alain Foguet sont en grève de la faim, tandis que le préfet du Fundi décide d'une garde à vue administrative de 15 jours. Une garde à vue administrative que contestent les avocats du MRC qui font savoir que le préfet du département du Fundi n'a pas qualité pour signer cette garde à vue administrative. Déjà parce que les personnes interpellées et pour lesquelles il signe cette garde administrative sont issues de plusieurs localités loin de son territoire de compétence, et aussi ces derniers contestent la date mentionnée sur cette garde à vue administrative qui a été signée le 30 janvier alors que plusieurs militants du MRC ont été interpellés depuis le 26 janvier. À lire aussi dans les colonnes de la nouvelle expression, la crise anglophone et la pression des sécessionnistes qui s'intensifie. Ils ont décidé d'isoler les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin d'imposer 10 jours de ville morte pour boycotter la célébration de la fête de la jeunesse le 11 février prochain. On parle de lock-out tout au long de ces 10 jours dans ces parties anglophones du Cameroun. Une situation qui exaspère les populations de ce côté-là, mais surtout une situation qui intensifie ces moments de tension entre les forces de défense et les forces dites sécessionnistes. Donc on parle de lockdown tout au long de ces 10 jours. On poursuit avec le journal Le Messager qui s'intéresse ce matin à l'opération Épervier Leto qui se resserre sur Edgar Lombengo. En plus de la perquisition qui a été effectuée à son domicile mardi dernier, l'ancien ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense qui est sous le coup d'une enquête judiciaire a été interdit de sortir du territoire. Le journal qui rappelle que ce n'est pas la première fois que Edgar Lombengo est inquiété donc depuis sa sortie du gouvernement, et le journal qui se demande si cette fois-ci il retrouvera ou il passera par la case Kondengui. En tout cas, la conclusion de l'article est assez édifiante. Les prochains jours nous en dirons davantage. Le journal qui parle aussi du GICAM relativement au climat social au Cameroun. Le GICAM qui craint une guerre civile au Cameroun. Le conseil d'administration du groupement interpatronal du Cameroun s'est exprimé sur la question. C'était mardi 5 février. Mutation ce matin, titre sur mutation ce matin donc qui s'intéresse à cette rencontre dont parle aussi le Messager, la gouvernance, la décentralisation pour le salut du Cameroun. La question centrale est autour des assises générales des communes ouvertes hier à Yaoundé. Mutation en fait sa grande une ce matin avec donc une conditionnalité importante, avis au maire, salaire contre obligation de résidence. Donc le Premier ministre remet la pression sur les élus locaux déserteurs. Par ailleurs, les assises générales des communes font à nouveau le constat du retard dans la mise en œuvre de la décentralisation, un processus qui piétine dans notre pays. Info Matin parle d'incidents diplomatiques à sa grande une, revenant sur l'affaire Momo. C'est la une d'Info Matin qui fait donc savoir comment le LACAM a vendu Momo
Un groupe de notables de l'Ouest s'active pour obtenir le limogeage du ministre délégué à la justice. Au même moment, la quinzaine de chefs traditionnels du département de la Ménois dont est originaire le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean de Dieu Momo, vient à nouveau d'annuler sous pression la visite aux fins de félicitations du membre du gouvernement qui était prévu donc ce jour du côté de Yaoundé. C'est donc Jean de Dieu Momo, selon le journal, de plus en plus isolé et du côté de la région de l'Ouest. À en croire les informations du journal Info Matin, l'on voudrait voir sa tête tomber. En tout cas, l'on voudrait le voir démissionner de ce poste. Cameroun Tribune, ce matin, parle de décentralisation et de gouvernance locale et la vitesse supérieure, accorder toute sa place aux collectivités territoriales décentralisées. C'est la principale directive donnée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, qui présidait hier en qualité de représentant du chef de l'État l'ouverture des premières assises générales de la commune au Cameroun. Le quotidien de l'économie ce matin s'intéresse aux infrastructures et notamment la route Baba-Djouba-Menda. Entrave sur la route, nous dit le journal. L'avancement global des travaux sur cet axe en construction qui est de 52 km est de 13,5% pour une consommation des délais de 77%. Bien en retard. Emmanuel Ganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, met l'entreprise des travaux tout simplement dos au mur au regard de ce retard qui s'accentue. Le quotidien de Le Jour titre ce matin sur la détention de Maurice Kamto à sa grande une. Le jeu trouble autour de cette détention. Les avocats du leader et des cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun dénoncent des détentions illégales en violation des lois en vigueur, des nouvelles interpellations enregistrées dans les rangs du parti, dans les rangs du MRC, nous rappelle le journal. Et puis, le quotidien Émergence ce matin reste sur cette affaire et notamment sur la grève de faim engagée par le trésorier du MRC. En grève de la faim, Alain Foguet se meurt, nous dit le quotidien Émergence. 8 jours déjà que le secrétaire national au trésor du MRC a opté pour une privation alimentaire. Ces jours sont en danger, nous dit le journal. Le docteur Yves Yakou, dans les colonnes du quotidien Émergence ce matin, présente l'impact négatif d'une grève de la faim sur l'organisme. Le quotidien Émergence qui nous parle aussi de la situation au nord-ouest et au sud-ouest, notamment au sud-ouest. Black Wednesday in Fako as Amba Boys violently attack those disrespecting their 9 days lockdown. You can have it at page 4 of Le Quotidien Emergence this morning. Still talking about the Anglophone crisis at page 4. Quotidien Emergence says councils in Anglophone regions emptying as the mayors continue to flee while others died. You can have it, you can read it in Le Quotidien Emergence this morning. Et c'est justement avec Le Quotidien Émergence que nous sortons de cette revue et que nous retrouvons nos invités du jeudi. Camille Nelly, bonjour. Éric Martial Diomo, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan, mon compagnon du jeudi. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, bonjour Guy Hervé. Bonjour Éric Martial Diomo, bonjour aux doyens Camille Nelly que tout le Cameroun nous envie. Et bonjour aux nombreux jeunes qui chaque jour inventent des arts de faire et pour survivre dans un pays où réussir est devenu carrément suspect. Donc bonne fête la jeunesse à vous tous les deux et bonne fête à toute cette jeunesse dynamique qui a le feu sacré et le feu qui, je l'espère, embrasera de manière positive ce pays dans les mois et les années à venir. Allez, nous vous retournons l'ascenseur. Bonne fête de la jeunesse. Le journal La Nouvelle Expression ce matin nous parle de tensions sociales. Le GICAM qui s'inquiète. Le Messager en parle aussi. Climat social, le GICAM craint une guerre civile au Cameroun. Comment est-ce que vous appréciez cette sortie du conseil d'administration du groupement interpatronal du Cameroun qui a exprimé ses vives préoccupations face à la dégradation du climat social qui impacte logiquement sur le climat des affaires, Camille Nelly? Je pense que le GICAM, cette intervention du GICAM est bienvenue, elle est particulièrement bienvenue et moi je pense qu'il était absolument normal et de bon ton que cette structure patronale sonne le tocsin
encore plus fort que des autres parce que le JICAM voit comment tout se dégrade au Cameroun aujourd'hui. Déjà, les performances économiques du pays ne sont pas particulièrement flamboyantes. Maintenant, quand on regarde, quand on ajoute à cela les tensions sociales telles que ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest, ce qui se passe du côté de l'Adamawa, ce qui se passe du côté de l'extrême nord, et maintenant cette agitation sociopolitique qui non seulement met à mal les nerfs des Camerounais et même le vivre ensemble des Camerounais. Moi, je pense que le JICAM a bien fait, et ça entre dans le cadre de ses devoirs, de faire comprendre au gouvernement que non seulement avec tout ce que nous vivons comme misère, ce n'est déjà pas très reluisant, mais que ce qui est le plus grand risque qui est suspendu au-dessus de la tête du Cameroun comme une épée de Damoclès, c'est effectivement une guerre civile. Parce que ce qui se passe du côté du sud-ouest et du nord-ouest, c'est une guerre civile déjà. C'est une guerre civile qui dit son nom. Parce que les gens appellent ça Amba Boys, quand on appelle ça crise anglophone, c'est une guerre civile dans laquelle les gens ont pris des armes contre l'État, contre l'armée et contre la société camerounaise. Et moi, je pense que le JICAM est en train de vouloir faire comprendre, non seulement au gouvernement, mais certainement beaucoup plus au chef de l'État, qui est la personne la plus concernée, qu'il est important qu'on cherche à apaiser et à baisser toutes ces tensions et surtout à tout faire pour éviter une guerre civile. Regardez, en plus de l'embrasement de certaines localités dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, vous voyez que de plus en plus cette crise a la propension de vouloir s'étendre du côté de l'ouest et du côté du littoral. Donc, moi je pense que le JICAM ne dit que ce qui est. Le JICAM sonne le tocsin et moi je pense qu'il sera entendu parce que le gouvernement nous a habitués à n'en faire qu'à sa tête, nous a habitués à nous faire croire que c'est lui seul qui a la science infuse et c'est lui seul qui peut régler les problèmes. Mais aujourd'hui, ce gouvernement me donne l'impression d'avoir le tournis. C'est-à-dire que la crise anglophone de ce côté, les prises de tâches de l'autre, Boko Haram de l'autre côté, les rebelles centrafricains de l'autre côté. Maintenant, avec l'agitation sociopolitique, j'ai l'impression que le gouvernement a réellement le tournis. Je pense que c'est une très bonne sortie. C'est une bonne sortie du JICAM, qui, dans les colonnes, telles que nous dit le Messager, ce matin, le Messager qui dit que le JICAM craint une guerre civile au Cameroun. Guy Hervé, à quelle échelle situez-vous le risque de généralisation de cet embrasement? Non, moi, cette hyperbole du JICAM, moi, me pose un problème et j'ai du mal à cacher mon inconfort parce que j'estime que c'est quand même un regard assez apocalyptique du Cameroun qu'ils essaient de faire et je suis un peu gêné que le doyen semble regarder dans la même direction. Non, on ne peut pas parler de guerre civile dans le contexte actuel. C'est vrai qu'on a un groupuscule d'individus qui essaie de paralyser deux régions du Cameroun, mais de là parler de guerre civile, c'est un tableau apocalyptique que je trouve un peu grossier quand même, parce que la vérité, Boko Haram, que le doyen convoqué à l'entame de son propos n'est plus aussi virulent qu'à ses débuts. C'est vrai qu'on est un peu ébranlé par une crise anglophone, mais de là pas de guerre civile. En regardant ce qu'on a vu ailleurs dans les pays voisins, non, je pense qu'on n'en est pas encore là. Il est possible. Donc vous estimez que la sortie du JICAM est quelque peu je crois que exagérée. Le ton est très fort. Non, c'est très fort. J'ai parlé d'hyperbole. Je crois que là, il essaie un peu de grossir le trait. Ça. Bon, et c'était bien pour sonner l'alerte, mais ça me semble un peu apocalyptique. Ça me gêne. Bon, c'est vrai que il y a quelques jours, on parlait encore ici sur le même plateau que le plus gros employeur du Cameroun, c'est-à-dire la CDC, qui a une masse salariale de près de 2 milliards de francs, était carrément dans le coma parce que les employés... oui, carrément dans le coma, avec plus de 60% du personnel qui a déserté les lieux. Il y a quelques jours encore, le gouverneur du Sud-Ouest rappelait aux fonctionnaires qui s'amusent à respecter le mot d'ordre de grève des ambassadeurs de lundi vont être suspendus de salaire. Donc il y a quand même des replies comme celle-là comme celle du gouverneur du Sud-Ouest évidemment. Parce que
vous savez que tous les lundis dans le sud-ouest, les gens ne vont pas. On est passé d'ailleurs à une autre phase. On en parle tout à l'heure. Et donc, c'est pour dire que c'est un peu apocalyptique ce tableau, et je pense que parler de guerre civile, c'est dessiner le diable sur le mur qui risque de rentrer dans la maison, et c'est pas ce que nous souhaitons. Voilà, et pourtant dans son développement, Guy Hervé cite des foyers où ça ne va pas. Qui sont gérables, évidemment, qui sont gérables. Le GICAM n'a pas dit que c'est pas gérable. Pour le guerre civile. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'alerte, c'est le tocsin. C'est le tocsin qui est sonné. C'est le tocsin qui est sonné, mais moi c'est fort la guerre civile. Je ne connais pas, je ne comprends pas le sens que Guy Hervé veut donner au terme guerre civile. Une guerre civile, c'est quand un groupuscule d'individus à l'intérieur d'un pays prend des armes pour s'attaquer à l'ordre établi, pour s'attaquer à l'armée. C'est ça une guerre civile. Ou quand deux groupuscules s'affrontent à l'intérieur d'un pays. C'est-à-dire qu'en marge de toute légalité, en marge de tout contrôle, c'est ça une guerre civile. On a connu une guerre civile en Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro et ses troupes qui avaient carrément diviser la Côte d'Ivoire en deux. C'était de la guerre civile. Il y avait de l'autre côté les forces républicaines, de l'autre côté les forces d'une opposition armée. La guerre civile, on la connaît. Mais le Cameroun n'est pas divisé. Voilà. Non, personne n'a parlé de division. Il interprète cette sortie du GICAM simplement comme l'alerte. Ce que je veux dire aujourd'hui, ce qui se passe du côté du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2 ans, le Cameroun n'avait jamais vécu cela. Le Cameroun n'avait jamais vécu une telle fracture. Le Cameroun n'avait jamais connu des gens qui ont pris des armes et qui résistent à l'État pendant 2 ans. Le Cameroun n'avait jamais connu une situation dans laquelle des individus prennent des armes et disent qu'on ne voit personne dehors le lundi. Et les gens restent chez eux. Et ceux qui sortent de leur maison sont tirés comme des canards. Le Cameroun n'avait jamais connu des gens qui disent qu'à partir de maintenant, c'est 10 jours. Personne ne voit personne dehors. Mais non, attendez, on est où? On est dans un État ou on n'est pas dans un État? Je suis en train de dire que je suis appelez ça comme vous voulez, mais en réalité, c'est une guerre civile. On l'a connu ça en 2008. Restons sur le sujet. N'ayons pas peur de moi. Au risque d'être comme vous le dites. Camille, restons sur le sujet. Si le GICAM fait cette sortie, c'est que le climat des affaires, forcément au regard de ce climat social délétère, ce climat des affaires, lui aussi est menacé. Il est menacé dans la mesure où quel est l'investisseur qui peut venir au Cameroun en sachant très bien qu'il a envie d'aller investir dans le sud, dans le nord-ouest. Qu'est-ce qu'il peut venir faire dans un pays où il n'y a aucune assurance, aucune sécurité? Quel est l'investisseur qui veut venir maintenant aller investir par exemple dans la Damawa, où il apprend qu'il y a une armée de kidnappeurs qui kidnappent des gens tous les jours? Quel est l'homme, l'opérateur économique qui peut se dire que bon, je vais arriver dans ce pays là aujourd'hui, je vais aller faire du tourisme dans l'extrême nord, je vais essayer de réveiller le tourisme dans l'extrême nord parce que moi je ne parle même plus de Boko Haram. Et Guy Hervé Fongan dit bien que la menace de Boko Haram en tant que telle a fondu comme neige. C'est aménusé. Mais aujourd'hui, elle est contrebalancée, elle est remplacée par la menace du grand banditisme. C'est un grand banditisme qui lui dit son nom. Parce que des gens qui attaquent des villages, qui prennent des troupeaux de bétail et des chèvres et de moutons, qui tuent des gens, c'est ça qui a remplacé Boko Haram aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi je pense que le GICAM dit bien que le Cameroun n'a plus cette sérénité que lui enviait toute l'Afrique. Le Cameroun n'est plus ce havre de paix où vraiment il n'y avait pas de vague et que effectivement il n'y a que des remous partout. Et donc pour sortir de ce sujet, Guy Hervé, on constate cet impact négatif sur les affaires, ce climat délétère. Non, c'est une réalité. Je veux dire que les entreprises qui ont fermé dans le sud-est, en dehors de la CDC, j'ai plein d'autres comme ça où depuis 2 ans, les gens sont écartés, sont au chômage du fait de cette guerre-là. Donc c'est un secret de Polichinelle, mais je pense que la situation est encore sous contrôle et qu'on peut sortir de cette imbroglio-là. Mais moi, ce qui me gêne, c'est cette façon, de manière facile, de dessiner le diable sur le mur qui finit par rentrer dans la maison. Je pense qu'on peut encore trouver des voies de sortie. C'est vrai que la All Conference anglophone ne s'est pas encore vraiment déroulée comme on le souhaitait tous, mais il ne vous a pas échappé que quelques leaders sécessionnistes aujourd'hui sont en train d'être entendus par les forces de défense. Donc c'est pour dire que de manière pratique, il n'y a aucune fatalité. Je suis optimiste et je pense qu'on peut éviter un vocabulaire aussi ce ne sont pas les mots du GICAM, mais on va dire que c'est le dessin est fait. Alors, on évoque justement, on reste dans la région anglophone du Cameroun avec le quotidien Émergence qui ce matin parle allègrement avec donc la situation aujourd'hui au nord-ouest et le Black Wednesday
Black Wednesday in FACO as Amba Boys violently attack those disrespecting their NID, ceux n'ayant pas respecté donc ce Black Down qui a été imposé 10 jours au total jusqu'au 14 février. Pas d'activité dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et le journal La Nouvelle Expression qui en parle aussi, la pression des sécessionnistes. Ceux-ci ont décidé d'isoler leur région afin d'imposer 10 jours de ville morte pour boycotter la célébration de la fête de la jeunesse. C'est la paralysie. Oui, enfin, du moins, c'est une intention de paralysie. Bon, maintenant, attendons de voir si dans les faits, ça se passera tel que souhaité. Mais j'estime que c'est, comme affront, c'est assez osé, c'est assez grave. Et peut-être ça va maintenant nuancer pour dire que, effectivement, on a un groupuscule qui réussit quand même à paralyser toute une région et qui font la loi. Donc, c'est un peu gênant, alors qu'on sait que on est dans un régime, un État qui aurait pu prendre les choses en main. Mais on a l'impression que le pouvoir a démissionné. Mais le fait d'avoir cette impression que le pouvoir a démissionné ne peut pas nous permettre de glisser en parlant de guerre civile. Mais je sais qu'il y a quelques jours, le gouverneur du Sud-Ouest a pris une décision qui indiquait que tous les fonctionnaires qui s'amusent à respecter de manière systématique ce modèle de grève pourraient être suspendus de salaire. Mais on ne va pas refuser d'admettre que ces gens vivent dans une psychose qui est assez profonde. Mais toujours est-il que ce type de chantage ne devrait pas prospérer si on est dans une république et dans un pays normal. Et j'ai envie de croire qu'on est encore dans un pays normal et qu'on peut, durant 10 jours, prendre les populations en otage comme ça me semble assez irrévocable. Et contrairement à ce qui a été dit précédemment, parler de guerre civile, c'est voir un affrontement à ciel ouvert entre l'armée et les populations. Or, jusqu'ici, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait ce type d'affrontement à ciel ouvert en dehors de quelques répliques et de quelques défenses qui s'opèrent. Donc, il faut véritablement nuancé en fait. Partant de cette sorte d'embargo sur toute activité imposée par ces Amba Boys, par ces pro-sécessionnistes dans ces régions anglophones du Cameroun, à quoi va ressembler le 11 février justement dans cette partie du Cameroun? Surtout que le journal La Nouvelle Expression nous fait savoir que voilà, cette fois-ci les populations ne partagent pas forcément cette volonté des populations qui se sentent finalement prisonnières, prises entre ces feux, prises en otage par ce blackdown, ce lockdown autant pour moi imposé par les sécessionnistes. Excellente question, Guy avait Fongan. À quoi va ressembler le 11 février? Vous vous souvenez que le 11 février 2018, un sous-préfet est allé pour les festivités, il a été enlevé, on ne l'a jamais retrouvé. 2018, on ne l'a jamais retrouvé. Ça veut dire qu'il y a toujours cette loi qui est dictée par des gens qui se cachent. Et moi, je ne sais pas si Guy appelle guerre civile, c'est-à-dire que les embats de ce côté, les militaires de ce côté, ils s'affrontent sur un champ de bataille. C'est une guerre asymétrique. Et la guerre civile, toutes les guerres civiles sont asymétriques. Ces gens savent très bien que sur le plan du rapport des forces... Finalement, messieurs, on va trouver la bonne définition. Je dis que ces populations aujourd'hui, elles sont prises en otage déjà depuis 2 ans. Elles respectent un mot d'ordre de ville morte le lundi. On a beau dire, le maire Kema a beau multiplier les moyens pour dissuader les gens et leur faire comprendre que vous avez plutôt intérêt à démontrer à ces gens que vous n'avez peur d'eux, vous n'avez pas peur d'eux. Des gens ont la peur au ventre. Et là, le gouverneur est descendu, menacer même les fonctionnaires, menacer les commerçants. Rien n'y va. Certains diront ils sont protégés, les fonctionnaires ne sont pas forcément protégés. Et maintenant, les gars sont en train de dire que pendant 10 jours, on ne voit personne dehors. Jusqu'au 14 février. Et c'est en train de... Regardez, moi j'ai vu les reportages d'Equinox hier. Comment est-ce que ça se passe? Comment toute ces zones est hyper militarisée, mais il y a des coups de feu qui sont tirés partout, des lycées qui sont brûlés, et maintenant, il y a beaucoup de risques que le 11 février soit exactement, et peut-être même pire que l'image du 11 février 2018. Mais ce qui est certain, c'est que cette situation n'arrive toujours pas à être gérée par l'État. L'État n'a pas encore trouvé la solution. Et moi, je dis, on ne peut pas continuer à caresser l'État dans le sens du poil en disant que non, ça va être géré, ça va être géré. Ça dure depuis 10 ans. Ça dure 2 ans. On passe à la 3e année. Il y a plein de morts qui sont là. Il y a des établissements qui sont brûlés. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont réfugiées dans leur propre pays. Non, cette situation est une situation
effectivement de guerre civile. Et moi, je pense que ça ne peut que concourir à la détérioration de la bonne marche des affaires au Cameroun. Allez, malheureusement, on attend en tout cas, c'est une actualité que nous suivrons. Le journal, le quotidien L'Émergence, justement, reste sur un fait. On parle de cette affaire MRC avec le professeur Alain Foguet qui se meurt, nous dit le journal, alors que la Nouvelle Expression nous parle de nouvelles déportations, tout comme d'autres journaux qui parlent donc de ces nouvelles personnes qui ont été conduites à Yaoundé. Déjà sur le cas Alain Foguet, en quelques mots, Guy Hervé. Disons que je ne suis pas surpris par ce qui se passe avec Alain Foguet, qui, peut-être on ne le dit pas assez, est quand même un des, sinon le père fondateur du MRC, c'est lui qui crée ce parti, même si c'est le professeur Kamto qui est au devant de la scène. Donc là, à mon sens, peut-être à sa manière, hein, on ne va pas lui en vouloir pour ça, donc il exprime à sa manière son mécontentement et son malaise et sa désapprobation vis-à-vis de ce qui se passe en opérant cette grève de la faim là. Donc c'est peut-être il se sent très mal dans sa chair, il a du mal à accepter ce qui se passe et ce qu'il qualifie d'injustice. Ce qu'il qualifie d'injustice, peut-être par rapport aux autres, peut-être qu'il est plus affecté, donc pour lui il n'en revient toujours pas et donc je peux comprendre en me mettant un peu à la place du professeur Alain Foguet, qui est quand même, peut-être on ne dit pas si, un des experts qu'on a dans les stratégies de guerre et tout ça. Donc il enseigne ces choses dans les écoles dédiées. Donc je veux dire qu'il sait exactement ce qu'il fait et cette situation ne nous honore pas. Maintenant les gens viennent encore d'être déportés. Ça veut dire que les choses vont de mal en pire. Et avec ce qui se passe, je n'ai pas le souvenir que depuis le multipartisme, que le pouvoir ait reçu autant de pression. Je ne suis pas sûr que les autres partis politiques, il y avait autant de mobilisation à l'international pour mettre la pression sur le régime de Yaoundé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous les projecteurs sont braqués sur le Cameroun et j'ai envie de dire que cette situation avec Maurice Kamto, c'est malheureusement une sorte de caillou dans la chaussure du régime. Il devrait pouvoir gérer ça sans davantage multiplier les circonstances aggravantes telles que ça se passe en ce moment. Et le journal Le Jour, c'est pas de nature à peser la situation. Le journal Le Jour parle de jeu trop autour de la détention de Maurice Kamto avec les avocats de ce dernier qui parlent qui dénoncent la détention illégale, la violation des lois en vigueur et surtout les nouvelles interpellations qui sont enregistrées avec ces personnes prises du côté de Bankanté et conduites à Yaoundé. La Nouvelle Expression en parle aussi. Mais les avocats sont en train de faire leur boulot. C'est-à-dire que leurs clients ont été interpellés, ils sont là pour les défendre. Et pour les défendre, il faut bien entendu évoquer le texte de loi. Bon, mais mon sentiment personnel est que l'État n'a aucun intérêt à faire traîner cette affaire MRC en longueur. Cette affaire-là a suffisamment fait mousser l'opinion. Elle a suffisamment ému les communautés internationales. Et l'État actuellement est en train de gérer, jusqu'à présent, moi je suppose que tout ce qui se passe maintenant, toutes ces personnes interpellées sont sous le coup de ce qu'on peut appeler la détention administrative. Il ne s'agit pas d'une gestion juridique de tel motif à tel motif. C'est d'abord la détention administrative. La garde à vue administrative, que les avocats d'ailleurs contestent tout aussi. Ils sont en train de la contester. Parce que signé par le préfet, ils estiment territorialement pas compétent. Non, vous savez que l'exécutif est au-dessus du judiciaire dans ce pays. Donc le débat n'est même pas à ce niveau. Et moi je pense que c'est perdre du temps que de chercher à l'invoquer. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, l'État a intérêt à écourter cette affaire-là et à remettre Maurice Kamto en prison. Parce que mettre Maurice Kamto en prison, l'écrouer, peut-être pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, moi je pense qu'on en fait davantage une victime. Je pense que là aujourd'hui, il faut que l'État trouve une porte de sortie rapide, rationnelle, intelligente,
pour qu'on passe à autre chose. Il est vrai que si Maurice Kamto sort, il y a toujours le risque qu'il reprenne ses marches blanches. Mais moi, je pense qu'après avoir passé autant de temps en détention administrative, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne sert à rien. Le Cameroun ne gagne rien à maintenir cette pression, à faire Kamto, à faire MRC, à faire Kamto en prison, le professeur Foguet. Non, moi, je pense qu'il faudrait qu'on passe à autre chose. Et c'est de la responsabilité de l'État d'essayer de trouver rapidement une porte de sortie à cela. Et peut-être autre chose, c'est l'opération Épervier que l'on retrouve dans les colonnes du journal Le Messager ce matin. L'étau qui se resserre sur Mebengo. Certains parlent de diversion, puisque ce n'est pas la première fois qu'on parle d'une éventuelle et possible interpellation de l'ancien ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Guy Hervé. Oui, c'est pas nouveau, mais donnez-moi 30 secondes pour rappeler qu'il ne vous a pas échappé que le ministre de la Communication a sorti un communiqué dans lequel il indiquait que Maurice Kamto se porte très bien et qu'il s'alimente assez normalement. C'est pas anodin. Ça veut dire que quand tout un ministre la commente au créneau pour rappeler cet état de choses, ça veut dire que le malaise est profond. Donc il faut regarder les choses avec beaucoup de prudence. Et ce n'est pas anodin qu'il ait fait cette sortie-là. Donc ça veut dire que la pression, elle est réelle. Et maintenant, pour ce qui est de Edgar, ça fait Edgar Mebengo qui a été régulièrement annoncé comme en état d'arrestation. Depuis sa sortie du gouvernement. Mais il me semble que je l'ai aperçu lors de la prestation de serment du président Paul Biya. Et donc, ça veut dire qu'il est encore dans les arcans, dans les couloirs, peut-être encore dans les petits papiers de la présidence. Sinon, ce serait quand même difficile de comprendre cette position. Mais disons que c'est vrai qu'il n'y a pas de clarté quant au motif réel de son arrestation. C'est vrai qu'on évoque entre autres perquisition, l'opération Épervier, etc. Mais notons quand même que Edgar Alain Mebengo, contrairement aux autres ministres qui roulent carrosse, c'est-à-dire qui est plein aux as, est quand même un monsieur qui est, j'allais dire, qui a une capacité de nuisance assez redoutable en termes d'efficacité. On parle d'un monsieur qui était ministre de la Défense, qui a été délégué général de la Sûreté nationale et qui a été secrétaire général à la présidence de la République. Ça veut dire qu'il est au cœur du renseignement, il est au cœur de l'information et qui manifestement est plein aux as. Ça veut dire que on ne parle pas de n'importe qui, on parle de quelqu'un qui a été au cœur du renseignement dans ce pays. Et son interpellation mettrait, permettrait à ce qu'on donne un véritable coup de pied dans la fourmilière. Mais il n'y a aucune raison claire évoquée qui indique, à part qu'on greffe ça autour de l'opération Épervier, mais disons que ça fait plusieurs fois que c'est annoncé, mais restons prudents et observons l'évolution de cette situation. Voilà, on sort avec un autre sujet, peut-être vous avez j'avais quelque chose à dire. Mais en 30 secondes, parce que je voulais qu'on évoque aussi la une de... Oui, mais parce que Guy avait Fonga rappelé qui est Mebengo et la trajectoire pratiquement unique. C'est-à-dire que Mebengo a eu une trajectoire que personne n'a eu d'ailleurs. Personne. Il a été 18 ans ministre sans interruption. Personne. Directeur du cabinet civil pendant 8 ans. Délégué général de la Sûreté nationale, une Sûreté nationale qui était complètement... Au cœur du renseignement. Qui était même complètement aplatie. Il a remis debout. Ministre de la Défense, il a changé complètement le ministère de la Défense et maintenant ministre des Transports. Ça fait 4 ans qu'il est sorti du gouvernement. Mais avant même de sortir du gouvernement, quand il était encore ministère de la Défense, on était en train de l'annoncer en prison. Il faut dire que Mebengo fait peur. Il fait peur au système. Il fait peur au système. D'ailleurs, au système dont il est l'un des plus solides piliers. Absolument. Parce que Mebengo, il faut le dire, il a tellement de personnalité que on sait très bien, il y a même des journaux à une certaine époque qui ont écrit que c'est lui le dauphin. C'est le dauphin. Bon, alors vous comprenez aujourd'hui que... ça continue d'ailleurs. On est en train d'annoncer dans les réseaux sociaux, sa maison n'a pas été perquisitionnée, parce que moi, j'ai pu le vérifier hier. Sa maison n'a pas été perquisitionnée. Moi, je peux vous dire que Douguedi, de Jeune Afrique, l'a appelé au téléphone pour lui demander, mais est-ce que votre maison a été perquisitionnée? Le ministre Mebengo a dit que non, il n'a rien à dire là-dessus. Or, ce matin, on retrouve la même information dans le messager, dans beaucoup de... Or, ça veut dire quoi? Est-ce une information qui est là pour faire peur à Mebengo? Parce qu'on annonce qu'il a été interpellé, on lui a retiré le passeport, mais ça fait plus de 4 ans que ça s'écrit dans les réseaux sociaux et dans les journaux. On peut se demander, est-ce une guerre des réseaux? Parce que les réseaux sont en train de se battre pour éliminer certains. Voilà, on va sortir 30 secondes sur cette une d'Info Matin. Comment le LACAM a vendu, Maurice a vendu Jean de Dieu Momo
Non, je suis très mal à l'aise avec cette rhétorique. Je l'ai lu ce matin, j'étais très gêné. Je veux dire que cette propension à alimenter cette rhétorique tribale me pose un problème. Et ça remet encore au goût du jour le fameux débat sur le village et sur la tribu. Et je pense qu'on devrait pouvoir dépasser ça et construire un véritable vivre ensemble. Cette rhétorique tribale est malsaine. Merci Guy Hervé, merci Camille. J'aurais souhaité aussi avoir un mot de vous là-dessus. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui êtes restés en notre compagnie. Rendez-vous pris demain pour un autre numéro. Au revoir sur cette très bonne suite en compagnie de nos programmes.